écoutez, merci pour cette invitation. Je suis d'autant plus touchée et émue que je suis professeure à Cambridge Business School depuis plus de 5 ans. Donc, je suis de très près les travaux menés au sein de la conférence des grandes écoles. Donc, la semaine dernière, il y a juste une semaine, j'ai restitué la synthèse du rapport final suite à la concertation donc sur l'apprentissage que j'ai présidée et qui a démarré le 10 novembre dernier, donc l'année dernière. Donc cette concertation résulte d'une lettre de mission qui m'a été adressée le 10 octobre par la ministre du Travail, le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, avec un objectif principal qui était d'identifier les pistes d'amélioration significatives pour que l'apprentissage devienne une vraie voie d'excellence au profit de tous les jeunes et des entreprises. À partir d'un constat assez largement partagé, d'une stagnation du nombre de contrats d'apprentissage depuis 2012. Surtout, il est vrai, et ça ne vous concerne pas, sur les premiers niveaux de qualification, on a même vu plutôt une régression sur les niveaux 4 et 5 depuis ces dernières années. Alors même que l'on sait tous que l'apprentissage améliore sensiblement l'insertion professionnelle des jeunes, que ce soit d'ailleurs dans le niveau supérieur ou que ce soit dans les niveaux 4 et 5, particulièrement de façon sensible sur les niveaux 4 et 5. Le deuxième grand constat partagé, à partir de cette stagnation, voire cette régression du nombre d'apprentis, qui était quand même un gros souci d'où est partie la volonté de réforme, le second partage de tous a été le fait d'une grande complexité du système. On retrouve un schéma dans le rapport que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur France Stratégie, qui a essayé de montrer le schéma de financement de l'apprentissage en France. Et j'en parlais avec le cabinet de la ministre du Travail, même eux qui sont quand même bien rompus au sujet. Il y a des moments, ils ont encore quelques doutes sur où va quelle partie de taxes, la TICPE côté région. Enfin, vraiment, c'est d'une extrême complexité. On le sait tous, on est assez champion quand même, en France, sur les systèmes complexes. Avant de commenter quelques grandes propositions, je regrette parce que du coup, dans la présentation que j'ai envoyée, j'avais retenu quelques propositions qui me semblaient plus significatives pour cette noble assemblée. Mais bon, je les ai sous les yeux, je vais arriver à les commenter. Je voulais quand même rappeler un petit peu le contexte qui ne vous a pas échappé de cette concertation qui a été assez difficile, d'abord parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs autour de la table. C'est pas une négociation, format négociation avec les partenaires sociaux auxquels je suis peut-être personnellement plus habituée, mais une concertation tenant compte de tous les acteurs de l'apprentissage, des CFA, en passant par les jeunes, les régions, bien sûr, le supérieur, la NASUP et la CPU étaient présents à la concertation, les agriculteurs, enfin voilà, toutes les organisations, mais bien sûr aussi organisations patronales et syndicales de salariés. Compte tenu d'un certain nombre de grandes orientations qui ont été émises dès le 15 novembre 2017 par le gouvernement, à partir... Vous l'avez récupéré? Ah bon. Ah, sur le mien. Non, mais je vais arriver à le commenter. Je pense que... C'est vraiment rapide. Bon. Si vous préférez avoir peut-être les slides... Je suis désolée, je l'ai envoyé pourtant. Je dois vous dire que je suis un petit peu perturbée en plus parce que j'ai perdu ou on m'a volé mon téléphone portable hier soir dans le TGV. Donc du coup, je n'ai plus de moyens de communication. Donc je ne reçois plus rien. Donc voilà, c'est qu'on s'aperçoit de notre vulnérabilité sur tous les moyens techniques. Donc c'est possible que ça ne soit pas du coup passé. Alors je le déverrouille. Ce sera peut-être plus simple.
Sinon, je peux tout à fait... Ah, pardon. Attends, je l'ai envoyé à... Voilà. Attendez juste une seconde. J'aurais dû le mettre sur une clé USB, ça aurait été plus simple. Voilà. Après, il faut trouver le fichier. Peut-être d'abord. Alors, je vais peut-être d'abord saisir le fichier. Hein. Voilà. Hop. Hop. Je vais d'abord le saisir. J'ai beaucoup de choses. Je suis vraiment désolée. Je pensais qu'il était... J'aurais dû appeler. Voilà. Il est là. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Ça sera plus simple quand même. Parfait. Donc, on peut le mettre en écran plein. Hop. Voilà. Bon. Du coup, pour le dérouler en écran plein, voilà, ce sera quand même plus simple. Ouais, c'est mieux parce que du coup, ça permet de prendre des notes. Voilà. C'est bon. Parfait. Voilà, donc je parlais des grands constats. Donc du coup, cette concertation, comme je l'explicitais, comportant beaucoup d'acteurs, on a eu en parallèle, vous savez qu'il y a en cours une négociation interprofessionnelle sur la formation, dont les grands éléments d'orientation ont été donnés donc, le 15 novembre. Je crois que la négociation a repris la semaine dernière. Après la remise de mon rapport sur l'apprentissage, les partenaires sociaux ont décidé de reprendre la négociation, puisqu'il y a un aspect dans la négociation sur la formation professionnelle, sur l'alternance, avec des points très précis dans la note d'orientation gouvernementale, notamment sur un point un petit peu délicat du financement au contrat, qui est quand même annoncé comme financement au contrat tant pour les contrats de professionnalisation que pour les contrats d'apprentissage. C'est quand même très largement sous-entendu dans la note d'orientation. Et donc, il fallait quand même tenir compte de ce point, mais aussi des aspects sur la rémunération des alternants, parce que dès qu'on parle de rémunération, pour les apprentis, c'est aussi le fruit de la négociation avec les partenaires sociaux. Il ne faut jamais oublier que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail, ce que je me permets de rappeler souvent. Alors, dans cette note d'orientation aussi, bien sûr, ressortait le fait la volonté qui a été annoncée d'ailleurs dès la campagne, le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, donc il n'y a pas de surprise là-dessus, une volonté d'un pilotage central et plus fort par les branches professionnelles et les entreprises du système d'alternance, notamment d'apprentissage. Bon, quand on relit précisément le programme, ça ressortait très clairement. Bon, puisque, comme vous le savez tous aussi, il y a un pilotage en partie par les régions, ce qui fait que dans le cours de la concertation, fin décembre, les régions sont sorties de la concertation parce qu'il y avait un certain nombre de points qu'elles ont jugés pas clairs au niveau de la gouvernance. Et donc, voilà, ça a entraîné un certain nombre de polémiques et de sujets, notamment sur le groupe de travail axé sur la gouvernance et le financement. Je me félicite cependant que la dernière séance, qui était donc le 30 janvier, la semaine dernière, tout le monde était là, tout le monde était autour de la table. Il y avait donc, pour rappel, 4 groupes de travail dans cette concertation. Le premier sur le parcours de l'apprenti, le second sur entreprise et apprentissage, le troisième sur financement et gouvernance, et le quatrième sur offre de formation et certification. Alors, il est vrai que, pour ne rien vous cacher, le groupe de travail sur financement et gouvernance est un petit peu compliqué,
du coup, j'ai pris le parti d'annoncer dans le rapport un certain nombre de points qui me semblaient importants, résultant de la note d'orientation, financement au contrat, tenir compte de tout ce qui est formation transversale et quand même de l'échelle régionale pour le traitement d'un certain nombre de points en termes de gouvernance. Il n'a jamais été dit ou prévu que les régions disparaissaient du paysage en termes de gouvernance, c'est impensable. Autre point important et qui concerne beaucoup de nos écoles, enfin dans le supérieur, le sujet du hors-quota qui a été quand même traité au cours d'un certain nombre d'auditions où moi j'ai indiqué dans les recommandations que tant qu'on ne substituait pas quelque chose de clair, il ne fallait pas y toucher. Et je pense que voilà, dans les arbitrages, ça va être en tout cas maintenu en l'état pour l'instant, parce que c'est un sujet important et qui permet à un grand nombre d'écoles, je dirais, de se développer et d'exister. Donc, je l'ai indiqué dans le rapport également. Alors, cette concertation, comme je l'indique là, est aussi le résultat, enfin non pas uniquement des réunions en plénière et des fameux groupes de travail que j'ai évoqués, mais aussi de toute une série d'auditions. Je retrouve certains d'entre vous que j'ai auditionnés, et des contributions écrites. J'en ai reçu une vingtaine et une trentaine d'auditions, donc, qui ont alimenté aussi cette concertation et du coup le rapport. Ce que je voulais dire aussi, puisque heureusement que j'ai quand même pu consulter mes mails ce matin en catastrophe au Conseil économique, social et environnemental, puisque je suis présidente de la section travail et emploi, j'ai pu y passer puisque j'avais plus rien. Et donc j'ai reçu un mail des services du Premier ministre, heureusement que j'ai regardé, puisque les arbitrages vont être présentés ce jeudi à 14h à Matignon. Et donc, je suis conviée voilà, à une remise du rapport. Et en tout cas, il y aura les arbitrages du Premier ministre et de la ministre du Travail sur le rapport apprentissage, entre autres. J'avoue que je l'ai regardé assez vite, mais voilà, j'ai eu au moins le temps de voir ce mail important. Donc, j'en saurai plus jeudi à 14h. Alors, dans les principales pistes, maintenant j'en viens au corps du rapport. Donc, il est quand même ressorti fortement de toute cette concertation que manquait une vraie préparation des jeunes à l'entrée dans le monde du travail, donc une vraie préparation à l'apprentissage. Et donc, nous avons proposé, il y a des bruits, des grésillements, de mettre en place un enseignement de transition à l'activité professionnelle adapté à chaque jeune, de façon à l'accompagner à la fois dans la découverte des métiers, mais aussi qu'est-ce que c'est que le travail, le monde du travail, l'entrée dans l'entreprise. C'est vrai que là aussi, ça concerne particulièrement, j'allais dire, les niveaux 5, 4 à 3, où on a un gros taux d'échec en France de rupture. On a 28% en moyenne de taux de rupture des contrats d'apprentissage, qui est énorme par rapport à nos voisins européens qui sont bien ancrés dans l'apprentissage. Et alors, en amont de tout cela, un vrai sujet sur l'orientation, qui est revenu là aussi beaucoup. Et donc, ça peut concerner aussi tous nos secteurs. Moi, j'ai proposé que dès 4e, 3e, il y ait vraiment une journée obligatoire d'information sur les métiers, doublée en 3e d'une information sur quelles sont les voies pour aller vers ces métiers. Donc, dont l'apprentissage, qui, pour être très honnête, n'est pas forcément extrêmement bien vendu dans notre système scolaire, ce qui est d'ailleurs un des problèmes, parce qu'aujourd'hui, l'apprentissage, ne nous leurrons pas, à part, une fois de plus, pour le supérieur, où ça marche bien, hein, on va le dire globalement, on le sait tous, d'ailleurs ça s'est bien développé, c'est bien une raison,
j'allais dire, un certain nombre de propositions qui sont faites dans le rapport, on le fait déjà hein, dans le supérieur. Un travail avec les entreprises, sur la fabrication des diplômes, les parcours, enfin, tout ça est déjà très très bien géré, mais moins sur les niveaux inférieurs. Et du coup, c'est beaucoup revenu, ce manque de, je dirais, d'information, de compréhension des voies vers lesquelles on peut aller, en le rendant vraiment obligatoire. Parce que même s'il y a beaucoup d'initiatives, tant d'associations que d'organisations patronales ou d'autres, c'est très divers et il y a des endroits où mais il va se trouver qu'il n'y a rien. Donc il nous a semblé que c'était important de mettre cela en place. Et cet accompagnement également des jeunes. Également, dans les points importants, puisque celui-là grésille, j'ai également indiqué dans le rapport le fait, je passe sur d'autres éléments, sur la mobilité des jeunes qu'on va devoir flécher, la lutte contre les stéréotypes de genre. Bon, on en avait parlé tout à l'heure. Là aussi, dès l'amont, on a un vrai problème puisque on voit quand même qu'on a 70% des apprentis qui sont des garçons. Les filles sont très concentrées sur un certain nombre de filières qui ne sont pas les plus porteuses, je dirais, d'emploi derrière, là aussi sur un certain nombre de niveaux. Et donc, plus on va monter, on va être en amont sur cette orientation qu'on voudrait avoir dès la 4e, 3e, dans cette fameuse information sur les métiers, vraiment mettre un axe important sur la mixité des métiers, qui continue à être un vrai problème. On le retrouve, même si ça progresse, dans nos écoles d'ingénieurs, où on voit encore quand même pas assez de filles dans l'orientation. Donc on voit qu'il faut aller le plus en amont possible sur ces sujets-là. Et donc j'ai eu une contribution d'ailleurs du laboratoire égalité donc femmes-hommes dans ce sens, pour vraiment cibler une communication sur cet aspect d'orientation trop genré. Nous avons aussi dans les propositions, donc j'ai eu travaillé avec le secrétariat d'État aux personnes handicapées, une grosse contribution sur l'insertion des personnes handicapées via l'apprentissage, qui est une bonne, je dirais, une bonne filière d'insertion professionnelle pour un certain nombre de jeunes et de moins jeunes, puisque pour les personnes en situation de handicap, vous savez qu'il n'y a pas de verrou d'âge et que du coup, au-delà de 25 ans, on peut accéder à l'apprentissage. Alors j'en profite pour dire que dans une des propositions, j'ai proposé, c'était pas mal ressorti aussi dans la concertation, de lever la bande supérieure d'âge sur l'apprentissage, ce qui n'a pas été sans débat. Parce qu'effectivement, dans une optique de formation tout au long de la vie, initiale, diplômante aussi, c'est quand même un sujet qui est ressorti de beaucoup d'acteurs qui ont dit c'est peut-être le moment de déverrouiller cette bande supérieure. Et donc, du coup, c'est une des propositions. Je ne sais pas si elle sera retenue, mais en tout cas, c'est une des propositions. Également, donc, j'ai décrit là, et je ne vais pas aller plus dans le détail, vous les voyez affichés, notamment le fait qu'il y ait obligatoirement un référent handicap dans les CFA, dans les centres de formation et apprentissage, qui est vraiment un vrai dispositif d'accompagnement donc des personnes en situation de handicap. Alors, dans les autres propositions, je vous annonce tout de suite, puisque vous avez peut-être vu dans la presse la semaine dernière, le mercredi dernier, que ça n'est pas retenu par la ministre du Travail. Je pourrais vous dire déjà les 4 propositions qu'elle a annoncées comme étant retenues. Mais bon, j'avais proposé, c'est ressorti là aussi d'un certain nombre d'auditions. J'ai appelé ça une agence de l'apprentissage. J'avais hésité avec une délégation interministérielle. Certains avaient plutôt parlé de délégation interministérielle. L'idée étant vraiment de renforcer la coordination des actions, justement, entre les différents acteurs. Les principaux, l'État, qui continue à être présent, ne serait-ce que par les aides que l'État est amené à donner encore aux entreprises sur l'apprentissage, les régions, les fameuses branches professionnelles et OPCA, et donc les chambres consulaires, les CFA, enfin voilà, tous ces acteurs
À partir du moment où on va vers une optique qui va sans doute nous être confirmée jeudi, puisqu'on va avoir les arbitrages, je dirais, en finale, de financement au contrat, il y a quand même toute une partie importante de cahier des charges. J'ai fléché un certain nombre de dispositifs, comme l'intégration des personnes handicapées, un enseignement de transition vers l'activité professionnelle, qui donc se ferait soit avant d'entrer dans l'apprentissage, soit parce qu'on a eu une erreur d'orientation, qu'on rompt son contrat, et que du coup, plutôt que de se retrouver à la rue, ben, on va être à nouveau dans ce dispositif de transition à l'activité professionnelle. Ben, tous ces dispositifs-là, il faut les flécher, y compris financièrement. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a quand même, à partir du moment où on est au coût contrat, financement contrat, ben, sur quelle base on va partir? Puis selon que l'on fait un contrat en apprentissage pour un bac pro ou une licence pro ou un master, évidemment, ce n'est pas forcément les mêmes coûts de contrat, on peut bien l'imaginer. Donc comment tout ça va s'établir? Donc moi, j'ai suggéré qu'il y ait la création d'une structure de ce type. Alors, elle ne s'appellerait pas forcément agence pour l'apprentissage. Par ailleurs, dans la concertation même, certains ont dit mais il y a le CNEFOP qui existe, qui pourrait peut-être remplir ce rôle, hein, qui est donc sur la formation professionnelle. Bon, on verra. Mais en tout cas, c'était cette idée qui est quand même une structure légère, mais de coordination à partir du moment où on est dans une très grosse réforme sur la manière même dont cet apprentissage est financé et gouverné. Bon. Pour l'instant, la ministre du Travail a dit donc qu'elle ne retenait pas cette proposition. Ce qui me permettra de finir en disant quelles sont déjà les propositions qui ont été retenues. Alors, d'autres points quand même importants qui sont beaucoup ressortis sur le groupe de travail sur entreprise et apprentissage, ces points, c'était plus sur la complexité, une certaine lourdeur du système d'apprentissage, qui d'ailleurs a fait que les contrats de professionnalisation, soyons honnêtes, se sont quand même beaucoup développés. Bon, énormément, et je dirais plus que l'apprentissage, parce que c'est sans doute plus simple à utiliser pour les entreprises dans un certain nombre de cas. Donc du coup, faciliter les modalités de rupture du contrat, ça a été très demandé, qui, quand il y a vraiment un désaccord ou une faute grave de l'apprenti, sont en référé prud'homal. C'est quand même très lourd, ça fait peur à un certain nombre d'employeurs, notamment les petites entreprises. Donc on a toute une série, donc j'ai proposé toute une série de mesures pour simplifier le dispositif. Donc plus d'enregistrement des contrats. Également, donc, qui aujourd'hui sont enregistrés par les consulaires, mais plutôt quelque chose de dématérialisé et simplifié. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une certaine lourdeur de ce système. Bon, depuis des années, et à l'ère du digital, on peut penser qu'il y a des marges de manœuvre de simplification. Alors, on a proposé aussi quelques aménagements sur les horaires pour des secteurs très spécifiques comme le bâtiment hôtellerie-restauration sur les horaires en journée et sur la semaine. Bon, là, ça concerne là aussi plus les plus jeunes. On n'est pas allé en deçà de 15 ans de toute façon en termes de dérogation et ça nécessitera des accords de branche parce que ces branches-là qui sont très pourvoyeuses d'apprentissage sont un petit peu coincées sur certaines mesures réglementaires sur le temps de travail. Donc, j'ai proposé là aussi quelques aménagements. J'en viens à la dernière partie, qui était le groupe 4, qui là est important pour tout le monde, hein, j'allais dire, quel que soit le niveau de diplôme pour l'apprentissage. L'idée, c'est donc, en amont de tout, beaucoup plus valoriser le rôle du maître d'apprentissage, avec une certification de type inventaire pour les maîtres d'apprentissage, avoir une formation appropriée obligatoire et valoriser cette fonction qui, en la rapprochant plus du tuteur de contrat de pro, qui pour le coup est beaucoup mieux valorisé et reconnu. Et donc je vais aller directement sur l'offre de formation et certification, ce qui est un point qui est ressorti fortement de ce groupe de travail. Un aménagement des diplômes, une rénovation des diplômes, dans beaucoup de cas trop longue, trop lente, pas assez réactive, donc pas assez
d'intervention des branches professionnelles et des secteurs pour revoir certains diplômes. Donc l'idée, c'est vraiment donc de confier l'élaboration des référentiels d'activité professionnelle aux branches professionnelles dans ces fameuses commissions professionnelles de certification, mais en donnant un vrai pouvoir de codécision avec l'éducation nationale ou les autres certifications publiques aux branches donc, et à ces organismes pour l'élaboration de ces référentiels de compétences. Alors, je ne veux pas vous dire que c'est un travail qui va se faire en quelques mois, c'est vraiment un travail, j'allais dire, de longue haleine dans la durée, qui est assez compliqué, qui fait un petit peu peur, je dirais, à l'éducation nationale, hein, soyons là aussi clairs. Il y a des réactions très mitigées, peut-être des inquiétudes, mais cette idée qu'il y a ce socle de base de connaissances qui est, entre guillemets, garanti par le biais de l'apprentissage, quel que soit le type de diplôme, soit par l'éducation nationale, dans sa langue, en anglais, en informatique, quand c'est le niveau supérieur, par l'université, par une grande école, par un IUT, etc. Mais autour de ce socle qui est garanti et que seuls les pouvoirs publics décisionnaires assurent, il y a cette évolution des compétences qui vont très vite, on le sait tous, demandées par un certain... Toutes les branches que j'ai auditionnées, que j'ai vues, me l'ont dit. De l'agroalimentaire, en passant par les services, les groupements des professions de services, les métiers sont en train de changer pour bon nombre, avec des demandes de compétences qui changent. Il faut être assez réactif. C'est un enjeu, on parlait de l'Europe tout à l'heure, c'est quand même un enjeu très important pour former nos jeunes dans le futur. Donc il y a vraiment tout ce sujet du réexamen systématique du contenu des diplômes, qui va être un travail assez lourd, interministériel, et avec une vraie prospective qui est souhaitée et qui va être importante à partir du moment où on fait piloter le système par les branches professionnelles. Alors, ce qui est ressorti aussi, c'est vraiment, j'allais dire, donner vraiment corps au droit à changer de formation. Alors ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup vu aussi en allant dans des CFA, en rencontrant des jeunes, le nombre de jeunes qui m'ont dit j'ai changé en cours, ils sont toujours en apprentissage, mais la première orientation qu'ils avaient prise n'était pas la bonne. Bon. Donc ils ont un petit peu flotté, et l'idée c'est de pouvoir vraiment revenir peut-être sur une autre orientation si on s'est trompé, et pouvoir vraiment rebondir et changer de formation si nécessaire, en recentrant les diplômes professionnels autour de ces fameux socles professionnels diplômants rattachés à des vraies familles de métiers. Alors on donne des exemples dans le rapport à quoi ça pourrait ressembler, avec ce socle et puis ces cercles autour de compétences qui enrichiraient ces fameux socles de diplômes. Alors je vais finir avec... voilà, pour être dans les délais et pouvoir répondre aux questions. Alors donc dès le lendemain, la ministre du Travail a annoncé effectivement que 4 propositions, en tout cas champs de propositions étaient retenus. Alors il y a 44 propositions dans le rapport, mais il y en a beaucoup qui vont ensemble, si je puis dire. Donc il y a un point que je n'ai pas évoqué, mais donc dans les propositions, moi j'ai souhaité qu'il y ait une véritable information obligatoire pour tous les diplômes, disons, auxquels on accède par l'apprentissage, des CFA, sur le taux d'insertion professionnelle et les rémunérations moyennes à l'embauche. En gros, on s'aperçoit que les jeunes et leurs familles manquent quand même cruellement d'informations sur les débouchés, clairement, d'un certain nombre de formations. Ce qui fait que quand on regarde de près ce qui se passe sur certains diplômes en apprentissage, on voit pour le coup des accès à l'emploi de l'ordre de 4%. Enfin, c'est assez désastreux sur certains diplômes où continue à aller un certain nombre de jeunes, parce que, si on reprend toute la chaîne logique, on les a peut-être un peu orientés vers ces voies-là et qui n'ont pas vraiment de débouchés. Et donc, il y a vraiment un souci d'information des jeunes et de leurs familles dès l'amont. Donc ça, c'est un point qui a déjà été retenu.
avec un ensemble de propositions autour de ce thème-là, qui concerne aussi beaucoup les CFA, bien sûr, qui devront du coup fournir, alors certains, beaucoup le font déjà, mais ça serait obligatoire. Autre idée importante, l'entrée en apprentissage qui pourrait se faire tout au long de l'année, et pas uniquement dans le calendrier scolaire, à partir du moment où on aurait bien fléché ce rattrapage possible, parce que bon, un jeune voudrait démarrer, il n'a pas encore son contrat d'apprentissage, et du coup, il va devoir attendre 3 mois, il a 3 mois pour le trouver, mais il n'a pas trouvé. Du coup, il serait dans cet enseignement de transition à l'activité professionnelle, si on l'appelle comme ça, et il pourrait du coup, en cours d'année, quand même accéder à l'entreprise par le biais d'un contrat d'apprentissage en ayant les modules en CFA. Alors là aussi, il y a un certain nombre de CFA qui le font déjà, qui ne sont pas sur un calendrier forcément scolaire. La valorisation du rôle des maîtres d'apprentissage, la ministre a annoncé qu'elle le retenait aussi, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, pour la valorisation du rôle du maître d'apprentissage, il y a donc la certification qui serait en registre obligatoire, la partie donc formation obligatoire, mais il y a aussi un certain nombre de pistes qui pourraient être donc du coup négociées dans les branches professionnelles autour, par exemple, de droits sociaux complémentaires que pourraient avoir les maîtres d'apprentissage. Certains membres de la concertation ont donné des pistes, des idées de ce qu'on pourrait faire pour valoriser ce rôle des maîtres d'apprentissage. C'est un sujet compliqué dans les TPE. Une fois de plus, toujours pareil, dans les grandes entreprises, on a des organisations qui vont bien, qui vont pouvoir traiter tout ça. L'artisanat, qui est un grand pourvoyeur d'apprentissage, et c'est plutôt des toutes petites entreprises, c'est plus difficile. C'est souvent le chef d'entreprise lui-même qui est maître d'apprentissage, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas le former pour aider à ce que tout ça marche mieux, et qu'il y ait moins d'échecs et moins de ruptures. Et enfin, dernière proposition qui a été annoncée comme retenue par la ministre, la garantie par le gouvernement du financement de tout contrat. Quand même je dirais une phrase déterminante. Alors moi, il est vrai que j'ai terminé la séance de concertation mardi dernier en disant que le point, de mon point de vue, elle est absolument fondamental, c'est comment on allait gérer et traiter cette transition. Et j'ai dit au gouvernement, de toute façon, c'est souvent un point qu'on sous-estime quand on veut réformer. Et on n'en est pas à notre première réforme. Bon. Je rappelle quand même que les 51% de taxes d'apprentissage qui vont aux régions, ce n'est que depuis 2014. Ce que certains ont quelquefois pas forcément en tête, c'est pas depuis 10 ans ou 15 ans, c'est depuis 2014. Bon, avec l'idée d'améliorer le système et qu'il y ait plus d'apprentis. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça a plutôt complexifié, il faut bien le reconnaître. Donc voilà, donc c'est de ces constats-là qu'est partie l'idée que non, il fallait à nouveau rendre ce système plus transparent, plus accessible, plus simple, plus compréhensible, du financement en passant par la gouvernance. C'est ça en fait l'idée. Et donc, moi j'ai dit attention, parce que on va la ministre du Travail et d'autres l'ont dit, une vraie révolution copernicienne sur le sujet. Bon, qui se rapproche quand même de la façon dont on traite les contrats de professionnalisation, parce qu'on est déjà sur un financement au contrat. Sauf que là, on a quand même des durées en heures qui sont plus importantes sur l'apprentissage et qu'on reste quand même limité à certains types de diplômes. C'est pas ouvert au CQP, l'apprentissage, on n'a pas ouvert sur cette partie-là. Donc ça veut dire que le gouvernement a bien entendu qu'il fallait mettre en place un système, je ne sais pas lequel il sera, de transition pour accompagner toute cette transition. Et ce que je dis trivialement, en ne laissant personne sur le bord du chemin, parce qu'on sait tous que ça n'est pas simple de passer d'un système à l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait quelconque acteur du sujet qui se retrouve en difficulté. Donc il va falloir accompagner cette transition et que tout contrat, à partir du moment où une entreprise veut prendre un jeune en apprentissage, le contrat sera financé, voilà, obligatoirement. Donc c'est ce qui est ressorti des premiers propos de la ministre. Voilà une petite synthèse de cette concertation donc, qui a duré quelques mois et dont on aura, je dirais, les arbitrages, une fois de plus, jeudi 8 à 14h
à Matignon. Voilà, on va nous dire ce qui est retenu, ce qui ne l'est pas, et les arbitrages qui ont été faits. Bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Et évidemment, le rapport est tout à fait consultable donc sur France Stratégie, qui m'a appuyé dans cette mission, ainsi que 4 inspecteurs de ZIGAS, NICHAEN et IGEN. Voilà. Donc vous retrouvez le détail des propositions dans le rapport et sur le site de France Stratégie. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Un grand merci. Alors, on peut prendre une dizaine de minutes pour des questions de la salle. Oui ? Oui, bonjour, Serge Pravo-Sudovic, directeur de Polytech Montpellier et coordinateur du réseau Polytech. J'avais une question sur l'apprentissage, plus particulièrement sur les formations d'ingénieurs et sur la durée des contrats d'apprentissage. Donc aujourd'hui, les contrats d'apprentissage sont sur les 3 ans du cycle de formation, du cycle ingénieur. Ça peut être un frein à l'apprentissage. Une entreprise s'engager sur 3 ans, ça peut être un frein. Est-ce que vous avez eu une réflexion dans le cadre des groupes de travail sur la durée de ces contrats d'apprentissage, spécifiquement dans les écoles d'ingénieurs? Alors peut-être aussi dans les écoles de commerce, je ne connais pas, mais spécifiquement dans les écoles d'ingénieurs. Alors, dans les personnes qu'on a pu auditionner, c'est effectivement quelque chose qui est remonté. Alors, la DGCIP a été associée aussi à la concertation et a donc émis un certain nombre de recommandations. Mais ça n'a pas été traité, honnêtement, dans le rapport lui-même, en termes de propositions. Non, il y a quelques personnes qui l'ont évoqué. La question aussi qui était importante dans cette concertation, c'est que finalement, j'ai mis un peu le plus petit dénominateur commun, mais voilà, il y a des choses qui étaient vraiment pas unanimes, donc du coup, qui ne sont pas ressorties. Alors, j'ai oublié de dire qu'il y a quand même maintenant une étape, il y a plusieurs étapes. La prochaine, c'est jeudi avec les arbitrages ministériels, et ensuite, il y a le projet de loi, où encore plein de choses vont être débattues. C'est-à-dire que moi, j'ai donné des grandes pistes. Mais il y aura peut-être des choses qui vont être à nouveau adressées dans le cadre du projet de loi, voilà, un certain nombre de points. Bon, je ne sais pas exclure, mais non, ça n'a pas été pris en compte, je ne l'ai pas pris en compte. Je peux peut-être apporter un élément, parce oui, que ça fait plus d'1 an qu'à la CGE, on travaille sur cette question-là. Donc effectivement, les écoles de management, l'apprentissage se fait de façon beaucoup plus souple, et sur les 2 dernières années du cursus grande école, par exemple, sans problème. Dans les écoles d'ingénieurs, la CTI imposait que ça se fasse majoritairement sur les 3 ans du cursus, avec acceptation de flux minoritaires en 2 ans. Mais c'est vrai que c'est une demande des entreprises qui préfèrent avoir quelqu'un qui a fait une année de tronc commun et puis ensuite le prendre sur les 2 dernières années du cursus. Donc ça fait un moment qu'on s'est attaqué à ça. On a vu avec le ministère de l'enseignement sup et le ministère du Travail, il y avait un argument de la CTI qui était de dire mais c'est pas conforme au code du travail, il faut que ça se fasse sur 3 ans. Ça a été levé, ça a été confirmé par le ministère du Travail, qu'il n'y avait pas de problème de ce point de vue-là, pas de problème réglementaire. Donc on est bien dans une phase de dialogue avec la CPI, on travaille CTI, on travaille avec la CDFI, bien sûr, en lien là-dessus, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir de façon libre dans les écoles d'ingénieurs un cursus en apprentissage que sur les 2 dernières années du cursus, qui correspond à la demande des familles, la demande des étudiants, la demande des entreprises, la demande des écoles. Voilà, donc pouvoir avoir non pas un quota imposé sur un flux majoritaire 3 ans et puis un petit, mais au contraire librement, et ce qui permet aussi à des publics de prépa, issus de classe prépa, de venir dans une école et puis d'avoir 1 an pour se projeter dans le cursus en apprentissage. Donc normalement, on devrait y arriver. Oui, il faut que la CTI... en plus, voilà. La DGCIP... Bon, voilà, en tout cas, les ministères, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Travail et enseignement sup, ce n'est pas un problème. Je pense qu'on va y arriver. Je vais le remonter quand même par précaution. Je fais un petit peu là maintenant les suites de tout ça. Encore passer un certain nombre de messages paraît toujours utile. Mais effectivement, c'est une bonne réflexion. Ce qui peut expliquer aussi quelquefois, on a eu
recours au contrat de professionnalisation qui est un petit peu plus souple. Hein. Voilà, il faut bien le dire. Voilà. Oui, Pierre. Bonjour, Frédéric Foutiadu, directeur de Centrale Marseille. Pierre Coff. Pardon. Pas entendu. Je vous remercie pour votre présentation. J'avais une question qui est également une observation. Nous proposons l'accès à notre diplôme d'ingénieur par la voie de l'apprentissage. Et ce que nous constatons, et qui amène quand même à avoir une réflexion générale, c'est la réticence de certains parents à envisager que des élèves ayant brillamment réussi des concours difficiles puissent suivre leur cursus en tant qu'apprentis. Et je pense que le travail de concertation que vous conduisez et les réformes qui vont suivre sont certainement d'excellentes opportunités de faire valoir que l'apprentissage est aussi, dans le cadre qui nous occupe, celui des grandes écoles, une voie d'excellence, parce que ça n'est malheureusement pas la représentation que toute la société française peut aujourd'hui avoir de ces formations-là. Je crois qu'il est important de promouvoir réellement la voie par l'apprentissage. Je crois que c'est quelque chose qui est peu dit, insuffisamment dit en tout cas, mais aujourd'hui, on a encore trop tendance à considérer que l'apprentissage est une seconde voie dégradée par rapport à celle voie noble de l'enseignement général et de la voie sélective des concours. La réalité des chiffres ne le dit pas, mais les représentations de la société vont dans ce sens. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire ou si c'est remonté dans les concertations que vous avez animées. Je suis entièrement d'accord avec vous, à 100% d'accord, et je dirais même que c'est le principal point dès le départ. Alors là, pour le coup, tout le monde était d'accord. Hein. Tout le monde autour de la table, des régions, en passant par les entreprises, les syndicats de salariés, les représentants des apprentis, bien sûr. Alors c'est toujours pareil, on se compare souvent. Hein. On est quand même, il y a eu des visites en Suisse, en Allemagne, pour voir pourquoi ça marche si bien, encore que. Même en Allemagne, il commence à y avoir des petits sujets. C'est pas si simple. Ça ne marche pas forcément toujours aussi bien qu'ils le voudraient. Au passage, ils se sont aperçus qu'il fallait qu'ils revoient quand même les fondamentaux aussi, parce qu'à force de trop, entre guillemets, professionnaliser, bon, ils ont eu un petit souci sur ce sujet. Mais cela dit, c'est une voie d'excellence. On était avec le ministre de la formation professionnelle suisse, accueilli à l'ambassade suisse là, il y a 2 mois, avec la ministre du Travail. Bien lui-même, il venait de l'apprentissage en termes de voie de formation. 7 enfants, tous les 7 en apprentissage. Bon, pour eux, c'est l'inverse qui est une exception au passage. Donc déjà, nous, culturellement, ce n'est pas le cas. Pour de multiples raisons, on sait tout. C'est pour ça que j'ai insisté sur le plus en amont possible. Y compris, et moi j'en ai eu dans mes étudiants, des jeunes qui ont fait un parcours uniquement par l'apprentissage. J'ai eu comme ça un étudiant brillant qui a commencé avec un bac pro, voilà, parce que bon, il préférait cette voie-là, puis il est allé vers un bac plus 2, puis maintenant, et puis après il a fait un master en management par cette voie-là. Donc je veux dire, c'est des parcours qu'on peut construire et qui correspondent beaucoup mieux à certains jeunes qui sont plus à l'aise avec ce mode d'accès, je dirais, aux enseignements et aux diplômes. Parce que ça, on oublie de le dire aussi, c'est une voie difficile. C'est plus de travail, quel que soit le niveau de diplôme. Qu'on soit en niveau 5 ou en niveau 1, c'est une voie exigeante. Moi, je le vois auprès de mes étudiants qui sont en apprentissage, ils ont beaucoup plus de travail que les autres. Ils ont à la fois l'entreprise, les cours, on le sait tous. Mais c'est pour ça qu'il y a un gros travail de communication, il faut que ce soit porté. Alors c'est vrai que le président de la République porte ce sujet, il l'a dit depuis le départ, il l'a voulu, il a souhaité qu'il y ait cette réforme. Le ministre de l'Éducation nationale aussi, la ministre du Travail aussi, et donc Frédéric Vidal également. Donc il y a une vraie volonté, je dirais gouvernementale, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est une très bonne voie également pour tout ce côté métier en tension qui ressort là aussi au niveau européen. On va avoir un vrai sujet autour des compétences en Europe parce qu'on manque de réactivité aujourd'hui et que voilà, il y a peut-être certaines compétences qui disparaissent, mais il y en a d'autres dont on a besoin et on n'est pas assez réactif. Donc il y a un vrai sujet pour notre jeunesse. Et avec un taux de chômage en plus pour nos jeunes qui est quand même très élevé, qui reste très élevé en France. Donc oui, je suis entièrement d'accord avec vous et je crois beaucoup à cette campagne de communication.
et qu'on ne montre pas toujours uniquement, excusez-moi, mais même si c'est important, des bouchers ou des boulangers. Certes, c'est bien aussi, il y en a beaucoup, mais aussi dans le supérieur, des vrais beaux parcours qu'on a pu faire, quoi, par le biais d'apprentissage. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est pour ça qu'on dit que l'apprentissage dans le sup, et notamment dans les grandes écoles, peut donner cette image d'excellence à l'ensemble de la filière et bénéficier à tout le continuum. C'est bien que je l'ai dit dès le départ. C'est la première chose que j'ai dite. On a une question là-bas, je crois que c'était dans l'ordre. Et puis j'ai vu quelqu'un dans la salle. Ah oui, là. Si vous pouvez donner les micros. Et puis ensuite, Hervé aussi. Pierre, il y avait quelqu'un là aussi tout à l'heure. Oui, bonjour. Donc effectivement, on ne peut être que d'accord avec le fait que l'apprentissage soit une filière d'excellence. Elle est une filière d'excellence dans l'enseignement supérieur parce qu'elle est effectivement plus exigeante. C'est vrai que pour nous, l'apprentissage, et notamment dans l'enseignement supérieur, est certes un soutien à l'insertion, mais on n'a pas pour l'instant, quand on parle de la conférence des grandes écoles et quand on voit les chiffres que vous avez mentionnés à plus de 84% après 2 mois de recherche d'emploi, on n'a pas de gros problèmes d'insertion. Donc pour nous, la vérité, c'est que c'est en fait une manière d'accroître la diversité sociale et la diversité tout court de nos étudiants en grande école. C'est surtout ça, je pense, la vraie priorité. Et cette excellence, on en a besoin de plus en plus. Et effectivement, quelquefois, et de manière très fréquente, les étudiants sont bloqués pour venir faire des études, car même si nous ne sommes pas des écoles de riches, nous sommes des écoles quelquefois chères, et donc difficiles pour y rentrer. Moi, ma question, elle est justement par rapport à cette notion de financement. Donc le gouvernement a choisi de garantir le financement de tout contrat. Oui, mais à quelle hauteur ? Parce que le nerf de la guerre, c'est celui-là. C'est-à-dire que si demain, et c'est tout le propos, si demain l'apprentissage est compensé en dessous des frais de scolarité, qui continuera l'apprentissage ? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est mentionné dans ton rapport et est-ce que tu as pu le suggérer ? Alors, c'est Christophe Mouisset, un collègue de Cage, hein. On se connaît bien. Alors, c'est pour ça que je disais que je ne sais pas comment s'appellera cette structure. Ce sera peut-être un service rattaché au Premier ministre, mais à un moment donné, il va falloir quand même donner un semblant de règle du jeu. Une fois qu'on a dit qu'on finance tout contrat, à quelle hauteur voilà, il y aura forcément des éléments. Je l'ai dit tout à l'heure, d'un diplôme à l'autre, c'est pas forcément les mêmes financements. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions sur cette histoire de branche professionnelle, hein, puisque il y en a certaines qui sont très actives, qui ont des vrais observatoires des métiers, d'autres moins. Hein. Il y a à peu près 700 branches en France. On sait tous qu'il y en a très peu, statistiquement, qui sont vraiment très, très active et très structurée. Donc c'est un sujet, c'est pour ça qu'il y aura de toute façon une structure interbranche, transversale à imaginer. Mais oui, ces règles-là, elles vont être dans cette période à venir. Moi, je n'ai pas écrit précisément des chiffres. J'ai bien des chiffres qui sont ressortis. Mais je n'allais pas écrire des chiffres précis. C'est ce travail qu'il va falloir faire dans les mois à venir de transition. Il faut attendre déjà la loi, hein, le projet de loi et la loi, dans l'ordre. Et ensuite, établir ces fameuses règles de financement des contrats. Qu'est-ce qu'on y met, quoi. Voilà. C'est un sujet extrêmement important, hein, merci de le rappeler. C'est vrai que dans toutes les contributions qu'on a faites au niveau de la CGE, les auditions, les rencontres, les communiqués de presse, etc., il y avait 2 choses. Il y avait bien sûr le barème, mais il y avait aussi le financement. À quelle hauteur seraient financés les contrats en apprentissage, et en disant il faut que ça soit financé au coût réel, parce que si chaque apprenti coûte à l'établissement, l'établissement il va diminuer son nombre d'apprentis. Or, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un nouveau modèle pédagogique
logique, un nouveau modèle sociétal, un nouveau modèle du lien entre l'enseignement supérieur et une entreprise auquel on croit, et on voudrait passer, nous, de 15% de diplômés par la voie de l'apprentissage à 25%. Et donc c'est vraiment un changement systémique et majeur. Donc c'est vrai que... Alors, dans les rencontres qu'on a eues, et notamment avec le ministère du Travail et le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est vrai que la question est posée, il va falloir l'instruire après la parution de la loi, mais il y aura tout un travail à faire sur comment on évalue le coût d'un contrat en apprentissage, par diplôme ou pas, quel va être, s'il y aura un cadrage national, est-ce qu'il y aura une marge de manœuvre, etc. Donc c'est vraiment pour nous complètement fondamental. C'est le point clé pour le développement massif de cette voie d'excellence et de réussite des étudiants dans l'enseignement supérieur. Oui, il faut que ça soit établi aussi par la voie de la discussion, pour le coup d'une concertation. Ça ne peut pas être une personne ou une structure qui établit. C'est forcément... on ne peut pas imaginer une gouvernance autrement que partagée sur des sujets comme ça, parce qu'il y a plein d'acteurs concernés. Et voilà, il faut apprendre à travailler ensemble. Et ce sera important. L'heure est venue. Je peux ? Pierre, vas-y. Il y a quelqu'un qui a demandé aussi la parole après. Pierre Tapie, président de Paxter et ancien directeur général de l'ESSEC, où j'ai pu accompagner à peu près 5000 personnes par l'apprentissage. L'ESSEC a commencé l'apprentissage il y a 25 ans dans l'enseignement supérieur. J'attire votre attention sur un point qui me semble un risque objectif majeur pour l'apprentissage dans l'enseignement supérieur long, qui est qu'en changeant le barycentre entre régions et branches, il y a de très bonnes raisons pour le faire, et en le mettant beaucoup dans les branches, il y a de fortes chances pour que, par construction des branches, les branches aient envie avant tout de financer des formations assez courtes, dont elles observent chez elles, dans des constantes de temps assez courtes, le manque et le besoin. Ce qui veut dire que des formations longues, soit pas longues par leur niveau de qualification atteint, soit des formations de profil plutôt transversal de type management, ressources humaines, etc., peuvent en fait se retrouver orphelines de ce qu'aucune branche n'ait un intérêt rationnel par le jeu des acteurs, qui est toujours un petit peu compliqué à l'intérieur des branches, de financer plutôt ces formations et de leur donner une priorité dans le cadre de l'apprentissage. Il me semble que je serais heureux d'avoir votre écho sur ce point, parce que ça me semble un risque avéré. Ouais, j'ai mentionné ce point dans le rapport comme un sujet d'attention à avoir. Je dois être page 33 du rapport, sur toutes ces formations transversales. Là aussi, il faut imaginer qu'il y ait une structure qui finance, qui pilote ces formations-là. Voilà. Alors, parce que c'est effectivement, ça peut être une question, mais une fois de plus, si on se réfère à ce qui se passe avec le contrat de professionnalisation, je dirais, globalement, ça marche. Quand on veut prendre quelqu'un, y compris pour une formation en comptabilité ou en ressources humaines, les entreprises vont le faire souvent par le biais du contrat de professionnalisation et trouvent le financement qui va. À partir du moment où on se dit, et c'est vraiment le point important, garantie par le gouvernement du financement de tout contrat. Donc là, il faut se dire qu'on change. Donc, ça sera. Voilà, on trouvera la structure qui va, mais ça va être ça quand même la cible. Donc, ça change quand même les choses. Là, je pense qu'il faut s'en aller. Je pense que là, il y a une question. Il y a des signes forts. Il y a une question qui attend depuis un certain temps. C'est vrai que ça commence à sentir le brûlé. Ça ne me dérange pas dans le noir. Ça sent un peu le chaud, là. Donc, j'espère que ce n'est pas l'apprentissage. Voilà, il y a une alerte incendie. Mais... Je vais faire vite. Joséphine Lefebvre, je suis journaliste pour Newstank. En janvier, Région de France a communiqué sur une proposition de Matignon de mettre en place une contribution à 0,8% pour remplacer la taxe, en précisant que cette proposition ne concernait pas le niveau master. Je voulais savoir d'une part si vous avez échangé à ce sujet-là avec le Premier ministre et d'autre part, est-ce que du coup il y a eu des pistes pour ce qui pourrait financer le niveau master si jamais cette proposition était mise en place et donc le niveau master pas concerné. Alors c'est une déclaration qui a été faite effectivement
par Hervé Morin, par les régions de France. Mais j'ai posé la question, parce que je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui a pu se dire, mais en tout cas, moi, il m'a été dit que ça n'a jamais été affirmé, ni à cette heure. On verra ce qui sera tranché jeudi. Non, mais moi, je l'ai remonté d'abord comme un problème, donc il ne fallait pas faire ça. Et ni la ministre du Travail, ni Matignon n'ont émis une hypothèse comme ça. Ce qui a valu du coup un certain nombre d'articles de presse avec des inquiétudes. Mais bon, les régions ont fait cette déclaration, c'est tout le problème de notre sujet. Hein. Il y a eu beaucoup de déclarations, voilà, mais après, chacun s'exprime comme il l'entend, hein. C'est normal. Ce serait une invention de la part de Régions de France. Je ne sais pas si c'est une invention, mais en tout cas, moi, on m'a dit côté gouvernemental que ça n'a jamais été annoncé comme une piste. C'est ce qui m'a été dit. En tout cas, au ministère du Travail. Je n'étais pas dans les réunions de Matignon. Voilà, écoutez, je vous propose d'arrêter là cette séquence. Grand merci. On vous applaudit encore une fois.